Mais je peux me tromper. Peut-être à ce moment, il y a des cénacles de jeunes dans les villes que j'ai mentionnées qui sont en train de discuter avec un vocabulaire différent, évidemment, et avec des citations différentes. C'est le même problème. Cela n'est pas impossible. Je suppose que tous ceux qui pouvaient nourrir une passion pour la littérature il y a 30 ans, enfin, je suppose que leurs homologues actuels sont capables de nourrir la même passion pour la littérature. Oui, mais je ne sais pas si ces homologues ont des cénacles comme nous. Je crois qu'après ça, j'ai l'impression, cette impression peut être fausse, qu'il n'y a presque pas de cénacle. C'est-à-dire que les écrivains, en tout cas en Argentine, nous sommes évidemment intéressés à la littérature, puisque c'est notre vie, c'est notre destinée. Mais en même temps qu'on ne se réunit pas pour la discuter, que chacun fait son œuvre chez soi et discute ses problèmes avec lui-même dans la solitude. Et je sais qu'il y a des groupes d'amis. Moi, par exemple, je parle très souvent littérature avec Adolfo Bioy Casares, avec Carlos Mastronardi, avec Manuel Peiró, avec Mujica Lainez, avec María Esther Vázquez, qui m'accompagne en ce moment. Mais cela ne signifie pas qu'il y ait des cénacles littéraires. Et dans mon temps, il y avait des cénacles littéraires. Des cénacles qui comptaient, c'est pas une quinzaine, une vingtaine de personnes, et qui se réunissaient exprès pour parler littérature. Après ça, on parle littérature, cela n'est pas organisé. Non, voilà, on en parle toujours beaucoup ici, mais je dirais que l'organisation est moins grande. Mais c'est une chose que je crois extrêmement heureuse parce que mais sans doute. Ça permet plus de liberté. Parce que si on pense à ce qu'a pu être la littérature organisée entre les deux guerres, car elle a été très violemment organisée et régentée, non pas du tout par les pouvoirs publics, mais par quelques écrivains dictateurs. Non, je crois que cela fait du mal. Je crois que cela fait du mal. Je crois qu'une des causes de la richesse de la littérature anglaise, c'est que jamais il n'y a eu des mouvements, disons. C'est-à-dire, en littérature, ce que Heine disait que chaque Anglais est une île, je crois que cela peut se référer aussi aux hommes de lettres. C'est-à-dire que chacun a fait son œuvre et qu'il y a très peu de manifestes et d'écoles et tout cela. Enfin, il y a les pré-raphaélistes, etc. Mais ce qu'ils ont fait de bon n'a rien à faire avec ce mouvement. En général, je crois que les mouvements littéraires, les cénacles, les écoles, que tout cela est le propre du journalisme et de la propagande, plus que de la littérature en elle-même, non? Et je ne sais pas si cela a une influence bienfaisante. Sauf peut-être pour les écrivains très jeunes qui ont besoin de parler littérature et qui ne trouvent pas une ambiance hospitalière chez eux, non? Alors c'est bien qu'il y ait des écoles. Mais sinon, je crois que tout cela est surtout utile pour les historiens de la littérature, comme la fameuse question de génération, de diviser les écrivains par génération. Et puis je vous répète, je crois que les convictions d'un écrivain, même les convictions esthétiques, ne sont pas très importantes. Ce qui est important, c'est ce qu'il en fait. Parce que vous avez un groupe d'écrivains qui ont toutes les mêmes théories et l'œuvre est fort différente. Peut-être suffit-il de penser aux symbolistes, par exemple, ou aux poètes qu'on appelle les cubistes. Ils étaient très différents entre eux, surtout quand ils faisaient des choses valables. Je crois que c'est Flaubert qui a dit, enfin il exagérait, il a dit « Dès qu'un vers est bon, il perd son école. Un vers de Boileau vaut un bon vers de Hugo. » Enfin, cela est évidemment exagéré. Mais il y a quelque chose de vrai là-dedans aussi, non? Il faut que quelque chose ait réussi, alors cela réussit pour tout le monde et en dehors de toutes les discussions esthétiques. Et alors l'œuvre devient classique. C'est-à-dire qu'elle est en dehors des discussions. Mais évidemment, on ne peut pas parler sans simplifier. Et on ne simplifie pas sans déformer un peu les choses. La réalité est toujours plus complexe. J'ai hasard simplement ces idées qui me sont venues à l'esprit. C'est quoi ces choses que vous m'avez demandées? Je les hasarde avec timidité, tout simplement.
C'était Entretien avec Georges-Louis Borges, une émission de Georges Charbonnier, assistante de réalisation Nicole Guesveler. Prochaine émission, littérature. Ces 2 premiers entretiens de la série Entretien avec Georges-Louis Borges par Georges Charbonnier ont été diffusés les 1er et 8 mars 1965. Certainement, un jour, une nuit en fait, nous entendrons la suite et